les médias ne sont pas un cinquième pouvoir. Les médias sont un appendice métastasique et cancéreux de la dialectique aliénatoire du capital. Les médias n'ont aucune autonomie. L'affaire Benalla, qui nous renvoie à Macron, c'est finalement, dans toutes les allégories aliénatoires du capital, la reprise de l'affaire Fillon. Les gens ont oublié l'affaire Fillon. L'affaire Fillon, c'est quelque chose de fantasmatique, de merveilleux, de sublime, de théâtral, de délirant, de bizarroïde. Bref, c'est toute la paranoïa du capital en mouvement. On a l'affaire de Pénélope Fillon. L'affaire de Pénélope Fillon, et tous les jours, le Canard enchaîné, l'Express, le Nouvel Observateur reprennent cette affaire pour effectivement, à partir d'un truc qui est complètement anodin, le problème des assistants parlementaires et le problème d'un conjoint qui fait bosser sa conjointe de manière réelle, de manière fictive. Ça existe à des milliers d'exemplaires, à des millions d'exemplaires depuis des années entières de 5e et de 4e République, et sur le cas Fillon, ça devient délirant. J'explique alors que dans le cadre justement des oppositions du mondialisme de la marchandise, dans le cadre du procès d'unification totalitaire de la tyrannie marchande, il existe des contradictions à l'œuvre dans le processus de dialectique des forces productives en mouvement. C'est ce que Marx montre très bien. Le capital n'est pas hétérogène. C'est ce que reprend Rosa Luxembourg dans l'accumulation du capital. Il y a des tensions, il y a des contre-tensions, il y a des homogénéisations, il y a des hétérogénéisations. Et donc, à un moment donné, Fillon, qui était pourtant le bras droit armé de Sarkozy, qui avait effectivement détruit la Libye et qui avait tout fait pour détruire la Syrie dans le cadre d'une vassalisation totale à l'impérialisme américain, prend ses distances, à la fois par émoi narcissique, par compréhension politique et par ambition géopolitique. Et Fillon, contrairement à ce pourquoi il avait été formé, commence à envisager un rapprochement avec la Russie poutinienne pour effectivement passer d'une dialectique mondialiste unipolaire à une dialectique mondialiste multipolaire. Dans le cadre du pouvoir tyrannique du gouvernement du spectacle mondial, il faut tuer Fillon. Et on a tué Fillon. Le Canard enchaîné a sorti ses premières feuilles, la mise en examen a immédiatement suivi, dans un acharnement délirant qui montre bien comment les services et l'aménagement capitaliste a fonctionné. 1 an et demi après, on n'entend plus du tout parler de l'affaire Fillon. On a flingué symboliquement Fillon, on a rempli la mission que l'on devait remplir, Fillon se tait, plus rien, et c'est terminé. Et Macron, qui était précisément l'objectif, l'enjeu, la ligne stratégique du gouvernement du spectacle mondial, à travers tous les réseaux de l'OTAN, de la CIA et du Mossad, parrainés par Attali, chantre du gouvernement du spectacle mondial de la marchandise, est arrivé au pouvoir. Macron, c'est l'enfant chéri de la domination réelle du capital dans sa forme supérieure. Mais il y a des enjeux narcissiques, il y a des dérapages administratifs, il y a des reconstructions politiques. Bref, à un moment donné, Macron ne fait plus ce que l'on attendait de lui. Donc, il faut bien comprendre les enjeux à la fois phénoménologiques et essentialistes de la réalité. Ça a dû se passer le 18 juillet. Le 18 juillet, Macron et Poutine se rencontrent. Ils ont, indépendamment des conflits qui continuent d'exister, puisque Macron est vassalisé à l'OTAN. Il y a des entreprises françaises qui ferment en Russie. Il y a des ambassades commerciales que l'on oblige à déménager. Bref, visiblement, dans l'appareillage de l'OTAN, Macron est un bon soldat. Sauf que ce fameux 18 juillet, suite à la réunion Poutine-Macron, on apprend que non seulement sont confirmés
les visions politiques de défense de l'accord nucléaire iranien et que le gouvernement français, en relation avec le gouvernement russe, va organiser toute une série d'implications médicales, politiques, humanitaires en Syrie qui rentrent dans la victoire consommée de Bachar el-Assad. Donc, le 18 juillet, on apprend qu'il y a eu une rencontre stratégique le 15 juillet entre Poutine et Macron, et on apprend que Macron, considérant que la Russie a gagné en Syrie, il entre dans un partenariat avec Poutine qui ouvre les portes d'une redéfinition possible d'un Moyen-Orient où la France, tout en restant asservie à l'OTAN, aurait des velléités de distanciation et de décalage. Il faut bien comprendre que depuis des jours et des jours, on assiste à un lynchage médiatique extrêmement symptomatique. Macron est l'enfant chéri des médias. Quand les médias, alors je précise que les médias, ça n'existe pas en tant que sphère autonome. Les médias ne sont pas un cinquième pouvoir. Les médias sont un appendice métastasique et cancéreux de la dialectique aliénatoire du capital. Les médias n'ont aucune autonomie. Ils sont la production aliénatoire du fétichisme de la marchandise. Donc, quand les médias ont flingué Fillon et porté Macron à l'apothéose, cela dit quelque chose. Et quand les mêmes médias qui ont porté Macron à l'apothéose décident de le flinguer, ça dit évidemment autre chose. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'affaire Fillon était effectivement une affaire qui n'en était pas une, puisque ce que faisait Pénélope, c'est une banalité effrayante. Ce qu'a fait Benalla, c'est d'une banalité effrayante. Benalla, dans l'administratif policier des barbouzeries locales de l'Élysée, c'est du pipi de chat par rapport, par exemple, aux Irlandais de Vincennes de François Mitterrand ou par rapport à l'assassinat de Boulin au temps de Giscard. Donc, les médias sont lâchés à un moment donné quand le fétichisme de la marchandise qui organise leur structure décide qu'ils ont un rôle à jouer dans la reproduction aliénatoire du temps dominant, des puissances dominantes. Donc, il n'y a pas d'affaire Benalla. On se rappelle le sac de Chirac, on se rappelle toutes les barbouzeries de l'histoire capitaliste, de toutes les sectes et de toutes les chapelles gouvernementalistes. Il n'y a rien. Pourtant, il n'y a rien, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose parce que justement, il est en train de se jouer, et je le dis, je le redis, et je le redirai toujours, le grand enjeu de la crise capitaliste contemporaine, de la saturation des marchés et de la baisse du taux de profit, à travers ce que Marx a positionné, ce que Rosa Luxembourg a positionné, ça nous indique la voie majeure méthodologique du temps contemporain, c'est le traité de Rapallo 1922. Le traité de Rapallo 1922, c'est l'Europe technologique allemande qui va investir dans le capitalisme d'État russe archaïque. Et cette donne-là, elle est constamment en recomposition à travers la Première Guerre mondiale, les suites de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les suites de la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis, en tant qu'ils sont l'expression momentanée en un temps donné du gouvernement du spectacle mondial de la marchandise, n'ont qu'un ennemi, c'est l'Europe. Je vous rappelle les déclarations de l'amiral Sanguinetti lorsqu'il était à l'OTAN et qu'il disait « Les généraux américains m'avaient dit de toute manière, nous n'avons qu'un ennemi et un jour il faudra bien vous détruire, c'est vous, l'Europe, notre seul concurrent technologique de haute puissance. » Donc, l'ennemi, c'est pas la Russie, l'ennemi, c'est l'Europe qui investit dans une Russie archaïque et qui crée effectivement un bloc euro-mondialiste de la marchandise en contradiction avec le bloc transatlantique de la marchandise. Il y a donc deux gangs capitalistes qui s'affrontent à l'échelle mondiale pour effectivement, dans le cadre de la crise actuelle, trouver une issue à la dialectique des contradictions de la marchandise. On a un bloc transatlantique de la marchandise et on a un bloc euro-mondialiste de la marchandise. Et à un moment donné, Macron, qui est totalement inféodé au bloc transatlantique de la marchandise, depuis qu'il est là, à travers effectivement son égocentrisme, ses pratiques, ses rencontres commerciales, les enjeux qu'il voit, il glisse.
il glisse du transatlantisme de la marchandise à l'euromondialisme de la marchandise. Et là, il franchit une limite et on lui dit, comme on a dit à Fillon, on a dit à Fillon, on va te flinguer et tu ne seras pas candidat. On dit à Macron, on va te flinguer ou tu te ranges et tu continueras d'être candidat, ou si tu ne te ranges pas, on ira jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, on a la stratégie d'élimination de Collomb, qui est un premier fusible, mais ce qu'il y a derrière tout ça, c'est la crise du capital dans sa radicalité profonde. Donc j'attire l'attention de vos auditeurs pour sortir justement de ce youtubisme de surface, de cette lecture écumière des choses, et pour rentrer dans la profondeur dialectique, Hegel, Marx, la pensée subversive de la radicalité offensive, telle qu'on l'a effectivement positionnée dans l'avant-propos et dans l'épilogue de la réédition du véridique rapport, il faut lire le hiéroglyphe du Capital. Livre 1 du Capital, l'histoire est une production infinie de hiéroglyphes aliénatoires. Il y a l'apparence des choses et il y a le profond. Il y a l'état secret et il y a l'état visible. L'état visible et l'état secret. On voit bien que Trump n'arrête pas de zigzaguer. Trump, c'est l'état visible. Mais il y a l'état secret qui constamment travaille en profondeur. Macron, c'est la même chose. Et je reprécise une nouvelle fois qu'il ne faut pas confondre l'état secret et l'état profond, puisque l'état profond n'est qu'une instance de l'état visible. L'état profond, c'est dans l'ordre phénoménologique, les gestions administratives de surface. L'état secret, c'est la dialectique immanente du capital. Tout ce qui se passe aujourd'hui sur Macron, tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui se passait hier sur Fillon, c'est pas une structuration autonome, intellectuelle qui flotte dans l'air à travers un messianisme pathologique, une cabale hystérique ou une eschatologie furibonde. Il n'y a pas d'eschatologie, il n'y a pas de cabale, il n'y a pas de messianisme au paléolithique. Pour que ces entités aliénatoires, le messianisme, le kabbalisme, l'eschatologie surgissent, il a fallu qu'au néolithique, il y ait une révolution agraire de la valeur d'échange qui fasse naître des paranoïas et des organisations d'agencement qui mènent à un fameux gouvernementalisme de la finance, de la rente commerciale ou de stratégie d'unification mondiale. Il n'y a pas ça au paléolithique. Donc, ça n'est pas les délires gouvernementalistes du mondialisme qui expliquent cette réalité-là. C'est la crise du capital dont les délires du gouvernementalisme et du mondialisme ne sont que les effets, ne sont que les prolongements. Donc, il y a, et je renvoie à l'avant-propos du véridique rapport, il y a des conjurations, il y a des complots, mais qui n'ont aucune autonomie. Les complots, les conjurations sont le produit de la dialectique de la crise du capital, de la saturation des marchés et de la baisse du taux de profit. La baisse du taux de profit n'est pas simplement une équation qui nous dirait que le rendement capitalistique baisse. C'est quelque chose qui renvoie à l'ontologie, c'est quelque chose qui renvoie à la lutte des classes, c'est quelque chose qui renvoie à toute la lutte interimpérialiste du temps contemporain. Donc comprendre la baisse du taux de profit dans sa dialectique profonde de l'au-delà des apparences, en retour à Marx et en retour à Hegel, c'est comprendre pourquoi Fillon a été tué symboliquement, et c'est comprendre pourquoi aujourd'hui, derrière l'affaire Benalla, on veut tuer Macron symboliquement de la même manière. Je lisais il y a 2 jours un rapport de l'IISS de Londres, c'est l'Institut des hautes études stratégiques de Londres. Bon, c'est un appendice complètement paranoïaque de l'ordre de l'OTAN qui disait que dans le cadre de ces recompositions sur l'Iran et sur la Syrie, Macron ne comprenait plus rien et que Macron était complètement en décalage avec la réalité nécessaire. C'est ça qu'il faut comprendre. À un moment donné, entre le 15 et le 18 juillet, Macron a franchi, alors avec quel degré de conscience, dans le délire narcissique de sa représentation pathologique, ça on n'en sait rien. Est-ce qu'il a des enjeux stratégiques ou est-ce que c'est simplement à un moment donné un raté qui est mixte, qui est nébuleux, mais il a franchi une limite et donc
le journal Le Monde, BFM, se sont mis à ce moment-là à détester ce qu'ils avaient adoré. Donc, il faut comprendre cette dialectique dans la profondeur, dans l'analyse et surtout en référence aux fameux hiéroglyphes de la première section. Dans le cadre du fétichisme de la marchandise, il y a une contradiction radicale entre l'état secret et l'état visible. On est là dans un moment fondamental où l'état secret et l'état visible s'affrontent parce que la dialectique de la crise du capital est en train de passer à un saut qualitatif supérieur. Une crise financière généralisée est en train d'arriver. La problématique de la crise iranienne remettait en cause toute l'implantation industrielle de Renault et de Peugeot. On a toute une recomposition du Moyen-Orient à travers la Syrie qui est en train de positionner toute une série de réagencements commerciaux, industriels et stratégiques. Donc, le Moyen-Orient aujourd'hui est un abcès de fixation majeur et celui qui n'entre pas dans la dialectique des soumissions et des génuflexions à l'impérialisme de l'OTAN et à l'axe américano-israélien des recompositions de ce temps-là se condamne inévitablement à ce qu'une chasse à courre soit organisée contre lui parce qu'il a franchi la limite des totems et des tabous qui font le dogme des vérités officielles aujourd'hui, qui font que tout homme politique qui ne les accrédite pas est condamné à mort. Fillon, Macron, il va falloir suivre, où il va au bout et il est totalement flingué symboliquement, où effectivement il fait amende honorable et il est réintégré dans le dispositif.